Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, mes trois petits singes de la sagesse, moi-même et la patate que vous voyez à l'écran. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau JT sans montage, sans trucage. Et oui, la patate pour parler de l'inflation, parce que lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates, jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates, et dimanche, jour de Seigneur, des patates, mais des patates au beurre. Et oui, quoique, avec l'inflation qu'il y a, même le prix du beurre, ça va commencer à devenir très compliqué pour beaucoup. Alors on va parler cette semaine d'inflation pour ce premier vrai JT de la rentrée bien entamée du mois de septembre. L'inflation, finalement l'inflation est persistante et c'est pas moi qui vous le dis, moi je vous l'ai annoncé il y a au moins 1-2 ans que je vous parle de cette inflation qui va être durable, persistante parce qu'on a des facteurs inflationnistes durables et persistants. Non, là c'est pas moi qui le dis, c'est les banques centrales, alors ça vaut. Et donc vous verrez là, le processus itératif dont je vous parle depuis 1 an et demi, 2 ans, on ne vous annonce pas le pire tout de suite comme ça, vous allez mourir dans d'horribles souffrances inflationnistes. Non, on vous dit c'est transitoire, c'est momentané, finalement c'est de la transition qui dure, finalement c'est plus durable que prévu, finalement c'est peut-être un peu plus persistant que ce qu'on aurait pu croire. Bref, c'est des processus d'information itératifs pour habituer le malade à la manière dont il va souffrir et mourir. Et donc là ici le malade c'est évidemment nous, vous, moi, tous les agents économiques, et on souffre d'inflation. Voilà, on souffre d'une inflationnite aiguë. Donc tout ce que ça va changer, on va l'évoquer rapidement. Pouvoir d'achat, taux d'intérêt élevé, immobilier, crise à venir, etc. On va faire un petit point. Vous voyez, quand je vous dis que c'est sans trucage, alors là, ça m'arrange pas du tout. Mais alors, pas du tout, parce que je sais jamais comment virer ce machin. Vous savez, c'est un antivirus russe. Et l'antivirus russe n'est plus mis à jour. Voilà, normalement, là, ça va marcher. Voilà, impeccable. Depuis la guerre en Ukraine, ça aussi, vous voyez, c'est un coup de la guerre en Ukraine. Alors, c'est la Fed, revenons à des choses sérieuses, les amis, c'est la Fed qui tire la première et qui commence à changer un petit peu son discours. Et donc, ce changement de discours a pris les marchés à contre-pied la semaine dernière, avec des marchés qui ont un petit peu baissé. Bon, rassurez-vous, hein, ils ne se sont pas effondrés. La Fed prête à frapper une nouvelle fois d'ici la fin de l'année. Finalement, la Fed dit qu'elle va peut-être encore augmenter ses taux d'intérêt alors que tout le monde pensait qu'elle allait arrêter de les monter et qu'elle allait même peut-être annoncer qu'elle allait les baisser. Wall Street en baisse alors que la Fed est prudente sur l'inflation. USA, statu quo de la Fed. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. USA, statu quo de la Fed qui table sur une nouvelle hausse des taux d'ici fin 2023. Wall Street, Jerome Powell et la Fed font retomber les indices. Finalement, l'inflation pourrait être plus persistante que ce que nous avons prévu et nos taux d'intérêt plus élevés, beaucoup plus longtemps que ce qu'on a pu annoncer jusqu'à présent. Voilà en substance le message, des taux plus hauts pendant plus longtemps, c'est ce qu'a dit Jerome Powell. Donc là, le petit bonhomme que vous voyez là, c'est Jerome Powell, le gouverneur, le président de la Banque centrale américaine, la Fed, Federal Reserve. Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux ne reculent que de 0,5% l'an prochain. Alors là, c'est les comptes rendus de la Fed. Alors comme disait ma femme, les abrutis pas avec ça, franchement ça va pas leur plaire, et puis il fallait des propos, franchement c'est juste nul, c'est technique, c'est pas intéressant, c'est technocratique. Bah c'est vrai, en fait elle a raison. Donc en gros, il a dit que le pic potentiel des taux c'était 5,5, 5,75%, donc en gros des taux presque jusqu'à 6%, et qui vont rester plus élevés plus longtemps. Donc ça c'est pas bon du tout pour l'économie, parce que des taux, le taux de l'argent à presque 6%, ça c'est pas le prix auquel vous achetez l'argent, parce que ça c'est le prix grossiste quoi, hein. Ça c'est le prix grossiste en gros acheté à la Fed. Quand vous allez vous chez votre marchand, non pas de journaux, mais chez votre commerçant du coin qu'on appelle le banquier du coin, le banquier du coin lui va prendre évidemment sa marge, la marge des intermédiaires, la marge d'intermédiation, et donc vos 6% que vous avez là de taux d'intérêt, c'est à 7-8%.
20%, et puis après même beaucoup plus en fonction de la typologie de crédit, du risque associé, etc. Sur les découverts en compte, aujourd'hui, le taux d'usure, il est à plus de 20% en France. D'accord? Donc, je crois de mémoire qu'on est à 21%. Ça veut dire que pour des découverts en compte, maintenant, les banques peuvent vous facturer jusqu'à 21% en toute légalité. Voilà. Donc, les taux augmentent considérablement. Et là, je ne vous parle pas des crédits hypothécaires aux États-Unis, donc des crédits immobiliers aux États-Unis, on est quasiment à plus de 7 pour tout le monde. Je vous parle là des découverts en compte, en France. Jérôme Powell souligne la solidité de l'activité économique et s'inquiète de la hausse des prix du brut, donc du pétrole, qui complique évidemment la lutte contre l'inflation. Nous devons en faire plus avec les taux. Aïe aïe aïe, bah oui, parce que figurez-vous que les pays producteurs de pétrole, la Russie, l'Arabie Saoudite, eh bien ce sont des pays qui n'ont pas du tout envie de nous vendre le pétrole à pas cher pour les dernières gouttes. Elles ne veulent pas le brader, et donc le pétrole il est à 95 $ le baril, alors que l'économie est plutôt pas en phase de croissance délirante. Donc le pétrole est très cher, et donc en étant très cher, le pétrole, eh ben, évidemment, il répercute sa hausse dans l'ensemble de l'économie, puisque nous restons profondément des économies carbonées. Donc le coût du pétrole impacte quasiment tous les cycles de production économique, les cycles agricoles, où les paysans ils utilisent beaucoup de pétrole et de carburant pour faire marcher leurs tracteurs, jusqu'aux tous les produits qui sont transportés par camions qui fonctionnent à pétrole et pas encore à l'électrique, et tout ce que vous voulez. Donc le prix du pétrole, quand il augmente, c'est évidemment très inflationniste pour l'ensemble de l'économie. La pire chose que la Fed pourrait faire serait de ne pas restaurer la stabilité des prix et de créer une période durable d'incertitude. Donc, dixit le grand mamamouchi préposé à la Banque centrale américaine, la Fed, laisser l'inflation, donc pas de stabilité des prix, c'est une période durable, c'est potentiellement le risque d'une période durable d'instabilité. Donc ça, c'est pas possible. La Fed n'en veut pas. Powell souligne que la Fed restera dépendante des données. Ça, c'est très important. Ils vont rester ce qu'on appelle data dépendants, donc dépendants des données économiques. En clair, on ne vous fait pas de prévision. Tout va dépendre de comment ça se passe. Alors, à la limite, dans tout ce discours cucugnangnang, lénifiant, blablabla, c'est certainement ce qu'il y a de plus juste. C'est-à-dire que ne pas faire de prévision en disant de toute manière, on va voir si l'inflation baisse ou si elle monte. Si elle monte encore, on augmentera encore les taux. Si elle baisse, éventuellement, on diminuera les taux ou on les maintient pour être sûr que ça baisse bien, etc., etc. Mais on est donné dépendant, c'est-à-dire qu'on attend de voir ce que disent nos instruments de mesure pour prendre une décision. Au moins, on peut s'accorder sur le fait que c'est certainement ce qu'il y a de moins bête à faire. Le faire que sur des prévisions, c'est prendre le risque de monter les taux de manière bien trop élevée. Et puis, le faire juste sur des prévisions, ça pourrait être aussi de ne pas les monter suffisamment haut. Donc évidemment, il faut réagir à l'inflation telle qu'elle se comporte réellement, si tant est qu'on souhaite réellement la diminuer. Et ça, vous allez voir, on va en discuter. Les prévisions de taux ne constituent pas un plan d'action, mais des anticipations des membres de la Fed. Ainsi, la Banque centrale prendra ses décisions monétaires réunion par réunion, laissant ouverte la possibilité de relever encore les taux si nécessaire. Donc, on les montera encore si nécessaire. En clair, si jamais l'inflation monte, les taux monteront encore jusqu'à ce que Jérôme Powell et ses acolytes, un peu alcooliques par moment, et réussi à casser, fracasser, détruire, laminer cette inflation qu'ils ne veulent pas voir s'enquister dans l'économie mondiale. Pourtant, les marchés continuent à ne pas entendre. Alors ça, c'est sur Morningstar, c'est un grand site d'information et d'analyse boursier, si vous voulez. La Fed annonce des taux plus élevés pendant plus longtemps, mais nous nous attendons à des réductions agressives en 2024. Donc 2024, c'est dans 4 mois. On est en septembre, septembre est quasiment fini. Donc on est octobre, novembre, décembre. Donc 2024, c'est dans 3 mois et quelques jours. Et donc eux, déjà dès 2024, ils anticipent encore des baisses agressives de taux d'intérêt dès 2024. Nous continuons de nous attendre à un rythme de baisse des taux des fonds fédéraux plus rapide que ce que prévoit actuellement la Fed. Tout comme nous anticipons un rythme de réduction de l'inflation plus rapide. Nous prévoyons une inflation de base 1,9% en 2024, alors que la Fed prévoit 2,6%. Nous prévoyons une croissance du PIB de 1% en 2024, alors que la Fed prévoit un peu plus 1,5%. La Fed réduira de manière
agressif ces taux en 2024 et 2025, entre 3,50 et 3,75, donc on va passer de 5,75 à 3,50, 3,75, donc on va perdre au moins 2 points, c'est-à-dire 200 points de base en réalité, d'ici fin 2024, et après 2,25 d'ici fin 2025, ce qui est bien inférieur aux attentes de la Fed, 3,75 à 4%. Là, soit ils n'ont pas du tout compris ce qu'a dit la Fed, soit ils n'ont pas du tout compris ce qu'a dit la Fed. Moi, quand je lis ce qu'a dit la Fed et quand je lis ce que dit Morningstar, vous voyez qu'il y en a, manifestement, on ne se comprend pas. Voilà, on ne se comprend pas du tout entre les analyses. Donc entre les analystes, pardon. Donc là, il y a un paradoxe immense. Donc pourquoi ce paradoxe apparent? À mon sens, la seule explication rationnelle que l'on ait entre la Fed qui vous dit attention, on va les monter plus haut et plus longtemps et les maintenir plus haut et pendant plus longtemps que ce que vous prévoyez, et Morningstar qui continue non, ils vont les baisser, je pense que c'est ça, c'est le ratio dette sur PIB. Donc regardez, jusqu'en 2008, les États-Unis ont 67% de dette sur PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 129% de dette sur PIB. On est passé d'un peu plus de 105 de dette sur PIB avant Covid à quasiment 130. Donc on a rajouté 25 points de PIB en nouvelle dette. Donc c'est un endettement qui est évidemment considérable. Et donc tout le monde pense qu'en fait, les banques centrales ne peuvent pas maintenir des taux d'intérêt élevés pendant longtemps. Et que c'est pour ça que les marchés n'ont pas craqué. Les marchés pensent que ces taux d'intérêt, ils vont les monter très très haut, très très fort pour casser l'inflation tout de suite, là, dès le départ, dès qu'elle est naissante. Et qu'en les montant à 5%, 6%, allez, grand maximum, c'est largement suffisant pour casser l'inflation. Et qu'une fois que l'inflation va être cassée, on va pouvoir évidemment rebaisser très rapidement les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que, faut être très clair, quand vous avez 100% de dette sur PIB, alors, je sais, c'est plus compliqué que ça. Il y a ce qu'on appelle la maturité de la dette. Vous ne refinancez pas 100% de votre dette tous les ans. La maturité, c'est le délai moyen de votre dette. En France, par exemple, la maturité, elle est de 7-8 ans. D'accord? Aux États-Unis, elle est un petit peu plus basse. Mais bon, donc on ne refinance pas la totalité de la dette en un an. Mais la logique est la suivante. Si vous avez 100% de dette sur PIB, c'est-à-dire que votre dette représente 100% de votre PIB, et que vous avez des taux à 5%, ça veut dire que chaque année, votre dette va vous coûter 5 points de PIB. D'accord? 5% de taux d'intérêt sur une dette de 100% de votre PIB, c'est-à-dire une dette équivalente à votre PIB, ça vous coûte 5% de points de PIB. Ça veut dire que si vous faites 2% de croissance, votre coût de la dette est bien supérieur à la croissance de votre PIB. Vous êtes en faillite virtuelle. Ça vous oblige à prélever dans l'économie des sommes complètement astronomiques juste pour financer les intérêts de la dette. Quand on est à 130% de dette sur PIB, vous vous rendez compte du montant à 5%, c'est 6,5% de PIB qu'il faut payer en intérêt de la dette chaque année. D'accord? 5% sur 130%, 5% de 100 c'est 5, et 5% de 30 c'est 1,5, hein, 3 fois 5, 15, donc ça fait 6,5%. Si vous avez une croissance de 2-3% de votre PIB, vous voyez un petit peu l'impasse fiscale dans laquelle vous vous trouvez, rien que pour payer les intérêts de la dette. Vous imaginez, si vous êtes à 7 ou 8% de taux d'intérêt, c'est tout simplement la faillite virtuelle pour les pays. Donc, les États-Unis peuvent-ils supporter longtemps des taux à 6%, ce qui va augmenter considérablement le coût de la dette et donc les intérêts à verser? Beaucoup pensent que non, et beaucoup ne veulent pas croire à la normalisation de la politique monétaire américaine. Et donc tout le monde s'est habitué à des taux d'intérêt zéro ou négatifs, et donc ça semble complètement délirant de revenir à des taux d'intérêt positifs. Et ce qui est clair, c'est que si normalise réellement cette politique monétaire et qu'on arrête avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, enfin depuis 15 ans, ça va être forcément très très douloureux, et donc ça ne peut passer qu'à travers une crise économique profonde. On va voir ça.
Avant d'aller plus loin, revenons rapidement sur les facteurs inflationnistes. Vous en avez plein. La transition énergétique, c'est ultra inflationniste. Tout le monde fait les mêmes travaux au même moment, a besoin des mêmes matériaux pour construire les mêmes éoliennes, blablabla. Donc tout ça est évidemment très inflationniste. En plus, plus on veut aller vite, plus c'est évidemment inflationniste. Plus on accélère la transition énergétique, plus la transition énergétique est inflationniste. Ça fait augmenter le coût de l'énergie, donc évidemment, en plus, comme l'énergie se répercute dans la taux, puisque l'énergie est à la base, notre économie, c'est de l'énergie transformée. Bon, donc forcément, que vous soyez un traiteur, un transporteur, que vous soyez une société du tertiaire qui a plein d'ordinateurs et des serveurs, de toute manière, à la base, vous trouvez de l'énergie. Si l'énergie augmente, l'ensemble des services, des produits, de toute façon, va augmenter. La démondialisation et les tensions sino-américaines, russo-américaines, c'est évidemment profondément inflationniste. Il n'y a plus de pétrole russe, il n'y a plus de gaz russe, donc c'est très inflationniste. Il y a moins de batteries chinoises, il y a des droits de douane qui sont mis sur les petites voitures chinoises, comme la Dacia Spring, etc., etc. Donc évidemment, tout ça, ça fait augmenter les prix, c'est inflationniste. Les prix élevés du pétrole et de l'énergie, j'y reviens pas, c'est inflationniste. La guerre en Ukraine, c'est inflationniste. Rappelez-vous, tout est produit en Ukraine. Votre huile, votre paire de chaussures. Ma famille, regarde, la paire de chaussures, je l'ai payée 75 € il y a 3 ans. Regarde, et c'était la même, elle était à 125 € cette année. Donc, le prix a quasiment doublé sur une paire de chaussures. Je pense qu'elle est produite également en Ukraine. La fin des gains de productivité liés à l'informatique, à la révolution Internet, c'est très inflationniste puisqu'il n'y a plus de gains de productivité. Ça y est, c'est passé dans l'économie. En attendant, ceux induits par l'intelligence artificielle et la révolution, ça c'est la prochaine vague d'innovation qui va nous apporter des gains évidemment très importants en termes de productivité et qui, là, vont évidemment être déflationnistes puisque ça va fracasser énormément d'emplois, on le voit déjà avec l'intelligence artificielle, la raréfaction des ressources et un coût d'exploitation de plus en plus important. Vous savez, on est paresseux, nous l'être humain, donc on commence à creuser là où la mine est la moins profonde, évidemment, là où le pétrole est le moins profondément enterré, donc on va toujours au plus facile, et donc de toute façon, quand bien même il y en a encore, que de toute façon, on a exploité tout ce qui était facile, abondant et peu coûteux, et donc maintenant, on va exploiter ce qui est beaucoup plus difficile à exploiter et beaucoup plus coûteux à exploiter. Donc de toute manière, la raréfaction des ressources, quand bien même vous en avez encore, raréfaction ne veut pas dire pénurie, on peut en discuter, en débattre, mais dans tous les cas, on doit s'accorder sur quelque chose de simple, c'est que la raréfaction, qui n'est pas la pénurie, c'est le fait que c'est de plus en plus difficile d'aller extraire des ressources et de plus en plus coûteux parce qu'il faut aller de plus en plus profondément chercher les ressources dont on a besoin sous les océans, 20 000 lieues sous les mers, 30 000 mètres sous terre, etc. Donc tout est beaucoup plus coûteux, quand bien même on y arriverait, quand bien même en termes énergétiques ce serait rentable que d'aller chercher tout ça. Je vous rappelle que si pour extraire un baril de pétrole, vous êtes obligé de dépenser un baril de pétrole en énergie pour sortir ce nouveau baril de pétrole, et bien à la fin, 1 moins 1 égale 0 égale la tête à Toto, ça sert à rien, donc vous n'allez pas vous fatiguer pour rien. Donc c'est ce qu'on appelle le rendement des puits, etc. etc. Ça, c'est Monsieur Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, qui est membre du système européen des banques centrales, qui est donc membre du board de la Banque centrale européenne, et donc notre engagement est de ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025, assure le gouverneur de la Banque de France. Sur la base des informations disponibles aujourd'hui et en utilisant une série d'outils analytiques, nous pouvons dire que le niveau des taux d'intérêt que nous avons atteint, s'il est maintenu pendant une période suffisamment longue, est globalement compatible avec la réalisation de notre objectif d'inflation à moyen terme. Ça, c'est ce qu'a déclaré non pas Villeroy de Galhau, mais Pablo Hernandez de Cos, qui est l'un des collègues de Villeroy de Galhau, qui lui dit que malgré la hausse des prix du pétrole, ça va être globalement suffisant parce qu'on va les maintenir longtemps. Donc vous voyez, Fed comme BCE commence à véhiculer le même discours, l'inflation s'installe, on va continuer à lutter contre l'inflation, on va devoir maintenir les taux un peu plus hauts, mais pendant beaucoup plus longtemps surtout, que ce que nous anticipions jusqu'à présent et que ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent.
Et partout, l'inflation explose et les taux aussi, que ce soit en Suède où la Banque centrale relève son taux directeur et pourrait continuer de le faire, que ce soit évidemment en Turquie où là on est sur des taux qui sont passés à 30% avec une inflation à plus de 54%, 59% en août, ça c'est l'inflation officielle. Officieusement, il y a un grand débat en Turquie, beaucoup pensent que l'inflation est encore plus élevée. Et évidemment la Banque centrale colombienne qui devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 13,25%, juste pour vous montrer que les taux d'intérêt sont très élevés partout et dans toutes les économies qui ne sont pas des économies avec des monnaies de premier plan, des monnaies un peu de référence internationale. Dès que vous sortez du dollar, de l'euro, du franc suisse, de la livre sterling, voilà, vous savez, du yen, enfin bon, les 5 à 6 grandes monnaies internationales, dollar australien, dollar canadien, de manière moindre, voilà, on va dire une petite dizaine de grandes monnaies, de grandes économies. Dès que vous sortez de ces pays-là, vous avez des taux qui s'envolent littéralement sur des niveaux qui sont évidemment stratosphériques, et donc ça c'est partout dans l'économie mondiale, et ça touche tous les pays et toutes les zones monétaires. Ne pas oublier aussi l'impact monétaire de l'inflation. Et je voulais vous remontrer ce graphique. Ça, c'est le bilan de la Banque centrale américaine, la Fed. Et regardez, ça c'est très intéressant. Ici, on est en 2002 jusqu'à 2008. Regardez comme c'est plat et droit, c'est extrêmement linéaire, très peu pentu, et ça, c'est la création globalement monétaire, c'est l'augmentation de la taille du bilan de la réserve fédérale américaine, de la Banque centrale américaine. On est à moins de 1000 milliards de dollars. Et donc, c'est une création monétaire extrêmement douce, il n'y a aucun emballement de la création monétaire américaine jusqu'en 2009, et la faillite de Lehman Brothers avec cette immense crise immobilière aux États-Unis et cette crise bancaire qui suit. Regardez, donc là, le bilan de la Fed va déjà plus que doubler, et puis après, on va partir dans des années et des années d'errement monétaire jusqu'au Covid, et on va passer d'un bilan, c'est-à-dire d'une création monétaire vraiment hyper facilement quantifiable, parce que là on n'est pas dans des opérations d'avance, on est vraiment dans du rachat d'obligations, on est vraiment dans la création monétaire pure, et donc on va passer de 1 à 9, d'accord, voilà, on passe de 1 à 9, on passe de 1000 milliards à 9000 milliards, là vous voyez ça a un petit peu rebaissé, donc on a le grand pic après le Covid, après on a une tentative de normalisation monétaire. Et ici, la petite remontée que vous avez là, c'est lié à la crise bancaire que nous avons eue il y a quelques mois aux États-Unis, où là, tout de suite, la Banque centrale américaine réinjecte de l'argent, rachète des obligations, prend tout, voilà, et donne des sous. Et puis après, ça se calme et ça rebaisse un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu le chemin qu'il y a à parcourir si on voulait normaliser la politique monétaire en normalisant la création de monnaie et en rendant compatible cette création de monnaie avec un objectif d'inflation qui soit maîtrisé. Bah, en gros, c'est simple, hein, allez, on tire le trait, maximum 2000 milliards, quoi. En fait, c'est même un petit peu moins. Hein. Mais bon, disons 2000 milliards, voilà, donc vous avez 6 000 milliards à peu près qu'il va falloir retirer du système économique. 6 000 milliards de dollars que vous allez retirer du système économique, des taux d'intérêt, ça va prendre du temps, hein, ça va prendre beaucoup de temps. Vous avez vu là, on parle de quoi, une bonne quasiment 15 ans ici, hein, pour faire tout ça. C'est beaucoup plus facile d'augmenter la masse monétaire que de la diminuer, enfin c'est beaucoup moins douloureux de l'augmenter que de la diminuer, donc si vous voulez la diminuer, ça ne va pas prendre 15 ans. Donc imaginez que ça prenne 30 ans, vous vous rendez compte un petit peu la diminution de la masse monétaire pendant 30 ans, ça, on va pas forcément bien le vivre, donc le chemin à parcourir pour revenir à une situation monétaire normalisée, ça va être un chemin très long, très douloureux, et les marchés n'achètent pas du tout cette idée de la normalisation monétaire. Ils n'y croient pas un seul instant. Conclusion, oui, déjà la conclusion, l'inflation est profondément durable, les banques centrales devront sans doute revoir leurs objectifs d'inflation de 2% à 3 ou 4%, bon, mais ça,
vous verrez, on en reparlera, mais ils vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'arriver à ce débat sur le fait d'augmenter leur objectif d'inflation pour que la politique monétaire soit tenable et en ligne avec la réalité économique. Se mettre des objectifs qui ne sont pas atteignables, ça ne sert pas à grand-chose. Les marchés n'achètent toujours pas l'idée d'une normalisation de la politique monétaire et la fin de l'ère des taux négatifs et de l'argent gratuit. Voilà, ils n'achètent pas, très clairement. Ils pensent que ça ne va pas avoir lieu. Moi, je dis que attention, c'est possible que ça ait lieu et que ça se passe comme ça. Si les banques centrales, contre toute attente d'ailleurs, contre toute attente, parce que d'un point de vue rationnel, moi je suis assez d'accord avec les marchés financiers. Si on maintient des taux d'intérêt très élevés pendant très longtemps, on va avoir un vrai problème sur la dette et les crises souveraines. Et donc, on ne retrouve pas, les marchés n'intègrent pas cette volonté dans le cours des actions, ni dans le risque obligataire, dette d'État et dette corporate, mais surtout dette d'État. Prenez le cas du groupe Altis de Patrick Drahi, celui qui a BFM, etc. Il a 60 milliards de dettes. 60 milliards de dettes qu'il faut refinancer avec des taux qui sont en hausse, ça commence à piquer un peu. 5% sur 60 milliards, ça fait, faites le calcul, ça fait 3 milliards d'euros qu'il faut trouver chaque année rien que pour payer les intérêts de la dette. Conclusion, pouvoir d'achat en baisse, ça vous l'avez déjà constaté, lundi des patates, mardi des patates, et puis tous les autres jours de la semaine des patates, et puis des patates au beurre, et encore si on peut se payer le beurre. La récession, elle est à venir. Et on va voir pourquoi. Il y a 3 éléments même qui vont pousser sur la récession. La hausse du chômage est évidemment prévisible et à venir. La baisse des aides sociales par une revalorisation inférieure à l'inflation est assez prévisible. On ne va pas couper, l'État ne va pas a priori couper violemment et tout de suite et immédiatement dans les aides sociales. On préfère être un peu hypocrite et faux cul en France. Donc on va simplement, il suffit de revaloriser moins que l'inflation et petit à petit, l'aide sociale, elle diminue en réalité en termes de pouvoir d'achat. La fin des aides est dite exceptionnelle pour maîtriser les déficits, donc fin des primes sur l'essence, des remises à la pompe, tout ça vous pouvez déjà y assister. Et collision entre la politique monétaire et la politique budgétaire, toutes deux restrictives au même moment. Normalement, on fait ce qu'on appelle des politiques contracycliques. Et donc, vous avez la Banque centrale qui augmente les taux d'intérêt, au même moment, les États qui augmentent les dépenses. Et donc, les effets négatifs de la baisse, de la hausse des taux d'intérêt, et donc de la baisse des liquidités et de la baisse d'abondance de la monnaie, c'est compensé par des déficits budgétaires un peu plus importants, et donc par une politique budgétaire qui est plus accommodante pour calmer la douleur, si vous voulez. Le problème, c'est que là, on fait les deux en même temps. On a à la fois une politique monétaire restrictive, des taux d'intérêt élevés et une baisse de la quantité de monnaie. Et les règles budgétaires européennes, la France contrainte de faire 30 milliards d'euros d'économies dès l'année prochaine. Donc ça va être compliqué. D'accord ? Et donc, je voulais vous montrer ces deux informations-là. D'abord, le fait que la Commission européenne va imposer à la France de faire 30 milliards d'euros d'économies. Donc, non seulement les taux d'intérêt montent, mais en plus, il va falloir qu'on baisse nos dépenses de 30 milliards d'euros. Il va bien falloir payer les intérêts de la dette, et c'est pour ça qu'il faut baisser les dépenses. Mais enfin ça va être compliqué de les baisser. Et regardez cette information BFM, TF1, etc. Les Français se mettent à payer de plus en plus à nouveau avec les espèces. La raison est simple, c'est qu'avec l'inflation, on maîtrise beaucoup mieux l'argent que l'on dépense. Quand on met ses sous dans son porte-monnaie et que physiquement les sous partent, évidemment, quand il y en a encore, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça se voit physiquement et donc c'est un signe évidemment de stress réel dans l'économie des particuliers, des ménages, qui sont évidemment fragilisés par cette baisse de pouvoir d'achat très significative. Donc les petits conseils, entre guillemets, en tout cas les pistes de réflexion, plus que les conseils, soit dit en passant, parce que chacun fait bien ce qu'il veut. Donc c'est pas du tout un conseil, mais c'est vraiment une piste de réflexion, c'est pour vous préparer à ce qui arrive. Donc cette politique restrictive et d'un point de vue monétaire et d'un point de vue budgétaire, et qui va nous débouler réellement à plein sur 2024.
fois 3 mois et quelques jours. Limitez au maximum vos dépenses. Là, par exemple, ils sortent le nouvel iPhone 15, 16 ou je sais pas trop quoi à 1500 € le machin. C'est pas forcément le moment d'aller vous mettre un truc comme ça sur le dos. Gardez les 1500 € parce que demain, ça va être un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Trouver un boulot mieux payé, c'est encore possible parce que ça recrute encore. Donc, vous savez, soit on baisse ses dépenses, soit on augmente ses revenus, soit on essaye de faire les deux quand on veut essayer de préserver son pouvoir d'achat. Baissez vos dépenses, vous avez une limite à la baisse. Vous ne pouvez pas faire des dépenses zéro. Vous êtes obligé de vous chauffer, de vous nourrir, de vous habiller, même si vous faites tout ça modestement, en comptant sou par sou, etc. Si vous réussissez à baisser vos dépenses de 20%, par définition, vous êtes plafonné, votre baisse de dépenses est assez plafonnée, elle est assez limitée. Donc si vous faites 10% d'économie, c'est super. Si vous faites 20% d'économie sur votre budget mensuel, c'est carrément extraordinaire. Vous êtes vraiment serré la ceinture. Donc il y a une limite physique à la baisse des dépenses. Limite qu'il n'y a pas à la hausse des revenus, puisque par définition, la hausse des revenus est complètement illimitée et déplafonnée, et que dans l'absolu, vous pourriez être aussi riche que Bill Gates ou que Jeff Bezos qui a lancé Amazon à partir de rien, il y a maintenant 30 ans de cela. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut changer de boulot, ça recrute encore, mais ça risque de se refermer assez rapidement maintenant, donc voilà, allez-y tant que les portes sont encore ouvertes. Évitez les découverts, c'était ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mieux vaut utiliser votre épargne plutôt qu'un découvert en compte. L'épargne, ça vous rapporte 3 à 4%. Le découvert, il va vous coûter 20%. Donc attention au découvert, c'est pas le moment de fonctionner en ligne débitrice. Plus on va fonctionner en ligne débitrice, plus ça va vous appauvrir et plus ça va vous coûter cher avec cette hausse des taux d'intérêt qui était très perverse parce qu'en plus on a oublié ça. Pareil sur les crédit à la consommation, on est resté pendant des années à vivre avec des taux zéro, avec payer en 10 fois sans frais, etc. Tout ça, ça va être assez prochainement, rapidement, ça va se terminer. Il n'y aura plus de 12 fois sans frais, 10 fois sans frais. L'argent retrouve une valeur, retrouve un prix et donc les distributeurs ne pourront plus continuer, sauf cas exceptionnel, à faire ce genre de choses. Ensuite, l'épargne rapporte à nouveau. Alors, encore une fois, vaut mieux utiliser son épargne qui rapporte 3 que de payer un découvert à la banque qui rapporte 20. Mais l'épargne rapporte à nouveau. Vous allez me dire, oui, mais en pouvoir d'achat, vu l'augmentation du prix de nouilles, ça rapporte moins. C'est vrai, ça rapporte moins. La hausse de le taux d'intérêt de votre épargne va être inférieur au taux d'inflation appliqué sur votre taux de nouilles ou sur la paire de chaussures de ma femme qui sans doute vient d'Ukraine, je dis ça avec ironie, et que j'évoquais tout à l'heure dans la vidéo. Mais, ne vous arrêtez pas à ça. C'est un tout petit peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire que si votre épargne vous rapporte 3%, quand l'immobilier baisse de 10%, en pouvoir d'achat immobilier, votre épargne a augmenté de 13%. Et donc vous avez 13% de pouvoir d'achat immobilier en plus, même si vous exprimiez ça en nouilles et que vous aviez 20% de pouvoir d'achat en nouilles de moins. C'est pas incompatible. Donc là, votre stratégie patrimoniale, évidemment, elle dépend de ce que vous souhaitez faire, de vos projets. Est-ce que vous gardez de l'argent pour acheter de l'immobilier? Et donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'épargner et de profiter des taux et de ne pas subir l'inflation et de subir l'inflation, voilà, parce que vous subissez l'inflation sur le paquet de nouilles, mais pour acheter de l'immobilier, donc ça n'a rien à voir. Ou si vous ne mettez pas de côté pour acheter de l'immobilier, mais que la fin de mois elle est difficile, et que vous, ce qui vous concerne, c'est vraiment le paquet de nouilles, et bien à ce moment-là, mieux vaut acheter 4 paquets de nouilles d'avance plutôt que d'attendre que effectivement que le prix du paquet de nouilles augmente. C'est le fameux PEBC, le plan épargne boîte de conserve, dont je vous parle depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est simplement qu'il faut nuancer en fonction de votre situation. Voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous en cette rentrée pour ce premier vrai JT du grenier dans le grenier. Écoutez, vous partagez, vous mettez un doigt de schtroumpf évidemment pour dire que c'était super. Vous pouvez vous abonner, me retrouver sur Twitter @insolentiae, vous abonner également sur le site insolentiae.com pour avoir tous les jours une petite édition économique quotidienne du lundi au vendredi. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, à vous abonner à la lettre stratégie, qui est une lettre d'information qui, elle, est
payante. Voilà, et bien écoutez les amis, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente semaine, et puis on se retrouve et pour des petits podcasts du matin, et aussi pour des petits brefs l'effondrement qui vont reprendre dans les jours qui viennent. À très bientôt, prenez grand soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis, à très bientôt.